Bienvenue à cette présentation sur mon sujet de recherche en doctorat qui est intitulé Intégration des capteurs micro-ondes sans fil. C'est un travail que je mène dans le laboratoire de microsystèmes et de télécommunications à l'Université du Québec à Trois-Rivières sous la direction du professeur Frédéric Domingue. La première présentation aujourd'hui est celle du domaine de recherche de façon générale, domaine donc dans lequel j'effectue ma recherche. Cette présentation s'articule autour de 5 articulations majeures: la définition des termes du sujet dont je viens de parler, la présentation de la microélectronique qui, comme vous l'aurez compris, est donc le domaine de recherche. Un petit accent sera mis sur l'assemblage ou de façon plus précise l'intégration. Et pour finir, je vais présenter l'industrie de la microélectronique. Brève présentation telle qu'on peut la regarder de par le monde, mais également au niveau du Québec. Pour situer la problématique, voici quelques applications des capteurs à intégrer. Par capteur intégré, comme le montre le bloc en haut à gauche, c'est un capteur, c'est-à-dire un dispositif sensible à une variation d'une grandeur physique dans son environnement, la chaleur, la température, la pression. Ce capteur donc est associé à une antenne qui va jouer le rôle de transmetteur de l'information pour communiquer avec un module à distance. Essayez un peu de voir, comme c'est le cas dans plusieurs séries télévisées, les malades qui sont hospitalisés avec un dispositif qui va surveiller l'activité cardiaque du patient. Si l'activité cardiaque chute, une alarme est envoyée à l'infirmière qui arrive tout de suite pour essayer de soigner le malade. Donc, de façon générale, la problématique ici, c'est d'avoir un dispositif sensible à une grandeur associé avec une antenne, de telle sorte qu'il puisse communiquer à distance avec un opérateur qui surveille. Avec ça, donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut transmettre l'information de détection sans fil, par exemple dans le cadre des dispositifs avec des piles d'hydrogène dans une installation industrielle. On peut interroger le capteur à distance pour savoir, par exemple, la position, la géolocalisation, comme on le fait avec des GPS, pour savoir aussi, par exemple, dans le cadre du RFID, quel a été l'historique de la marchandise qui est évaluée. Également, c'est pour communiquer en environnement hostile, pour surveiller des processus industriels dans des centrales nucléaires ou des raffineries, là où les hommes ne peuvent pas accéder, peut-être pour des problèmes de température ou de radiation, effectivement des composants radioactifs. Ça peut aussi être également pour monter des réseaux de capteurs sans fil pour surveiller des processus météorologiques ou bien des étendues agricoles. Bien entendu, ces applications ne sont pas exhaustives, mais elles servent juste à nous situer par rapport à la thématique que nous proposons de travailler dessus. Mais pour que cette opération soit beaucoup plus simple pour nous et peut-être également plus efficace, mon approche est de privilégier des dispositifs micro-ondes parce que déjà, les antennes sont utilisées à base de ces dispositifs. Et si j'arrivais à prendre des dispositifs micro-ondes et à les transformer en capteurs, j'aurais pratiquement le même type de signal et d'énergie qui sera utilisé pour opérer à la fois la détection, mais également transmettre l'information sans fil. Voici donc à ce sujet un certain nombre de dispositifs micro-ondes qui sont sur lesquels je peux travailler pour les rendre sensibles et ajouter la composante de transmission sans fil. Mais ce qui m'intéresse en particulier, comme je l'ai dit tout à l'heure, il existe des environnements hostiles, de fortes températures ou radioactifs. Il est important pour moi donc de travailler avec des dispositifs passifs. Donc, déjà prendre conscience et connaissance de tous ces dispositifs, mais privilégier ceux qui seront capables de fonctionner à haute température sans avoir besoin d'une alimentation électrique. Voici un synoptique qui va résumer un peu
le type de dispositif sur lequel je travaille pendant ma thèse. Donc, comme je viens de le dire, il s'agit de prendre des dispositifs micro-ondes, mais de les rendre sensibles à la variation d'une grandeur physique dans leur environnement, ce qui en fera, comme le montre le point 1, des dispositifs micro-ondes sensibles qu'on peut également appeler des capteurs. Deuxièmement, il s'agit d'associer au premier dispositif sensible un autre dispositif de communication qui va transmettre l'information détectée sans fil et échanger avec des récepteurs placés à des distances où l'énergie permet qu'il y ait de la communication. Le troisième élément qui est également un élément central, comme le montre le 3, c'est le procédé d'assemblage, cette fameuse boîte, cette fameuse carré noir, je veux dire. Comment faire pour mettre les deux ensemble? Cela suppose bien sûr des procédés de fabrication en privilégiant ceux qui seront moins chers, ceux qui seront rapides et qui pourraient avoir un bon potentiel industriel pour la fabrication en masse. Donc, ces trois aspects doivent donc être pris en considération pendant la thèse et la fabrication, la conception des dispositifs et ma recherche. Tout ceci pour fabriquer donc des capteurs sans fil intégrés, comme je l'ai dit, soit pour transmettre l'information sans fil, soit pour interroger le capteur à distance, communiquer en environnement hostile ou les intégrer dans des réseaux de capteurs sans fil. Personnellement, je vais travailler avec des dispositifs assez miniaturisés idéalement, qui occupent un très faible espace et qui doivent pouvoir maintenir quand même des performances acceptables. C'est pourquoi mon domaine de recherche de façon générale, c'est la microélectronique qui va consister à la fabrication des composants électroniques ou à la réalisation des fonctions électroniques à l'aide de dispositifs miniaturisés. De façon en général, la microélectronique va donc traiter une information purement électrique en entrée et en sortie. Mais il faut aussi savoir qu'au sens large, ce n'est pas qu'une des phénomènes électriques. La microélectronique aussi englobe des dispositifs qui vont traiter une information mécanique, une information chimique, une information acoustique, une information optique, en autant que le composant soit de la taille micro, on va dire à l'échelle microscopique. Donc, microélectronique, c'est pas juste le domaine électronique, mais c'est également tout ce qui concerne les dispositifs à cette échelle. Et c'est d'ailleurs pourquoi on peut faire des capteurs à cette échelle, ce qui rejoint le domaine général de la microélectronique. Mais j'ai donc signalé un peu plus tôt que je travaille sur des composants passifs, ce qui veut dire pas de source d'alimentation et la capacité de fonctionner en environnement hostile. Voici un bref historique de la microélectronique qui est donc, si on veut, cette course à l'infiniment petit en ce qui concerne les composants électriques. En 1904, c'est l'invention de la diode par John Alexander Fleming. En 1948, les chercheurs américains Bardeen, Britten et Shockley fabriquent le premier transistor, il est bipolaire. Et pour leurs travaux, ils obtiendront le prix Nobel de physique en 1956. Le premier transistor au silicium est en 1954 par Texas Instruments. Il faut savoir que une très grande variété, sinon la grande variété des produits microélectroniques fonctionnent à base de silicium. Donc c'était un pas majeur en 1954 d'avoir fabriqué le premier transistor au silicium. En 1958, c'est le premier circuit intégré qui comporte 6 transistors proposés en deux temps par Jack Kilby et Robert Noyce. Bien sûr, c'était la problématique de connecter les différents circuits ensemble, et plus on ne voulait aller vers des petits dispositifs, puis il y avait ce problème de connexion qu'ils ont donc réussi à régler pour la première fois en proposant un circuit avec 6 transistors. 3 ans plus tard, c'est ce transistor donc qui est intégré dans un circuit intégré sous forme d'une balance qu'on appelle flip-flop.
et commercialisé par Fairchild, excusez-moi, Semiconductor. 1974, c'est la première carte à puce par Roland Moreno et ça a été tellement rapide, cette évolution, très rapide, on le verra tout à l'heure, que en 2006, on avait avec Intel à peu près 1 milliard de transistors sur une puce électronique. Les tendances qui ont été observées avec cet accroissement exponentiel du nombre de transistors par surface de puce suit une tendance qui avait été prédite par Moore, l'un des cofondateurs de la compagnie Intel, qui avait prédit, on va dire, que le nombre de transistors par circuit de même taille devait doubler tous les ans à prix constant. Alors, c'est ce qu'on a, mais c'est pas juste une intuition qu'il avait eue, c'est que dans la réalité, effectivement, cette courbe a été pratiquement suivie, cette évolution a été pratiquement suivie, de telle sorte que c'est devenu ce qu'on appelle la loi de Moore, et non plus une simple intuition. Mais bien sûr, plus ces transistors diminuent en taille, plus ils se rapprochent des dimensions basiques de celles des atomes. Et en 2017, il est prévu que cette loi serait effectivement limitée par la taille des atomes. Les transistors, par exemple, contiennent une couche d'oxyde qui joue le rôle d'isolant. En cette année-là, on pense que une couche d'oxyde sera d'épaisseur 1,5 nanomètres, ce qui correspond à 4 ou 5 molécules d'oxyde. Ce sera vraiment difficile à réaliser. Donc, c'est une loi qui évolue, mais dont on sent bien qu'à un moment donné, il y aura des restrictions à apporter sur son évolution. Et non seulement il y a une évolution au niveau de la taille des transistors, mais également au niveau du coût, parce que le coût des circuits est divisé par 2 à peu près tous les 18 mois. Et les tranches de silicium dans lesquelles on fabrique ces circuits sont passées de 200 mm à 300 mm, ce qui permet de mettre davantage de circuits par fabrication au niveau de la microélectronique. Donc la première tendance qui est observée ici, c'est la tendance de la miniaturisation qui suit la loi de Moore. Et bien sûr, en 2017, il est prévu sans doute qu'il y aura une petit bémol à apporter à cette évolution qu'on observe jusque-là. L'autre tendance observée avec les produits de la microélectronique, c'est qu'en plus de justement diminuer en taille, de se miniaturiser, les composants, les circuits deviennent de plus en plus diversifiés dans leurs applications. Une diversification fonctionnelle qu'on appelle le more than more. Alors, cette tendance d'une more than more qui est dans la diversification fonctionnelle des circuits induit une variété de circuits qui peuvent être associés. Ça peut partir des circuits analogiques, on parle des circuits numériques, on parle des circuits effectivement optiques et tout genre de circuits électromécaniques. Mais c'est donc une tendance aussi qui demande à beaucoup travailler sur l'assemblage pour justement associer des technologies différentes dans les mêmes circuits. Un exemple pour illustrer le more than more à l'échelle de ce qu'on peut avoir comme appareil commercial, c'est notre téléphone qui, il y a quelques années, était une brique qu'on ne pouvait pas mettre dans sa poche. Et moi, je me rappelle, dans mon pays, c'était parfois, si vous oubliez votre téléphone, les voleurs n'en veulent même pas. Ils vous disent, monsieur, venez prendre votre téléphone, vous l'avez oublié. Tellement il était gros et puis il n'était pas plaisant à utiliser. Mais aujourd'hui, avec les téléphones que nous avons, qui sont de plus en plus petits, ce qui rentre dans des poches extrêmement minuscules, non seulement qui rentrent dans des poches très minuscules, mais qui sont capables de réaliser un nombre impressionnant de fonctions qui vont de la géolocalisation à des applications sur l'heure, des applications sur les courriels, des applications multimédia. Donc cette diversification fonctionnelle peut donc être vue de ce point de vue de la tendance qu'on appelle more than more.
Mais comme je le disais tout à l'heure, à mesure que les circuits diminuent en taille et qu'il y a une exigence du marché pour leur diversification, ça pose des problèmes d'assemblage pour des circuits de nature différente, des circuits optiques, des circuits numériques, des circuits radiofréquences et ainsi de suite. Comment faire pour qu'ils soient tous ensemble dans cette puce microélectronique? Et ici, on a donc un bel exemple de toutes les techniques qui ont été mises sur pied, qui ont été imaginées pour associer tout ce type de dispositifs. On peut utiliser l'espace horizontal, l'espace vertical, ou alors on est amené à faire des espaces, des multicouches, des dépôts de couches successifs pour pouvoir à chaque fois introduire un type de composant donné. On peut aussi donc associer dans l'assemblage hybride des circuits de technologies différentes, la technologie CMOS, la technologie HBT, les capteurs acoustiques, les circuits numériques, optiques, et bien sûr considérer qu'il y a un certain volet qui est l'assemblage fonctionnel, comme nous essayons de faire aussi, le capteur, l'antenne, le guide d'onde et tout ce qu'on veut comme composant à l'échelle composants électriques de toute échelle. Donc, c'est un gros défi pour permettre justement de rester dans cette tendance. Il y a des défis intéressants dans le domaine de l'assemblage. Et comme le montrent les deux tendances comparées ici par rapport à la loi de Moore qui est en bleu et la loi des systèmes, de l'intégration des systèmes qui est en rouge, il y a encore beaucoup d'efforts à faire au niveau de la loi d'intégration pour rejoindre un peu l'évolution extrêmement phénoménale de la miniaturisation des composants électroniques. C'est ainsi qu'il y a l'émergence de nouvelles technologies d'assemblage, des technologies ciblées et des technologies émergentes aussi. Les technologies ciblées, par exemple, peuvent destiner aux circuits acoustiques. Il y en a qui ont été mis sur pied par la compagnie EPCOS, comme le montre la première figure en haut à gauche, qui, au fil des années 1999 à 2006, n'a cessé de réduire en surface et en épaisseur les circuits acoustiques qu'ils étaient capables de commercialiser. Mais il y a aussi des technologies innovantes, des technologies émergentes, je veux dire, par exemple les technologies d'impression, les technologies de sérigraphie, des technologies d'impression directe qui peuvent permettre également d'atteindre un bon potentiel en termes de production de masse des dispositifs qui seront proposés, mais aussi en termes de performance. Donc, il y a bien sûr d'autres types d'assemblages qui sont proposés. L'idée ici étant de dire que la façon dont nous allons faire l'approche de mettre le capteur et l'antenne dans le même circuit est un aspect essentiel du travail de recherche. Pour finir, nous allons parler de quelques industries dans le domaine de la microélectronique. Et il me plaît d'évoquer aux États-Unis ce qu'on appelle Silicon Valley, donc un site industriel extrêmement étendu qui regroupe un nombre assez important d'entreprises du domaine de la microélectronique et autres aussi d'ailleurs, mais des entreprises donc comme Apple, comme IBM, comme Microsoft, et qui sont des entreprises avec une puissance économique. Ils sont parmi les 3 marques les plus puissantes au monde, d'après le classement réalisé en 2013 récemment. Et c'est des entreprises qui, au fil des années, ont montré une croissance rapide et aussi une capacité d'innover très importante. Donc, c'est pour ça que nous avons ici la microélectronique reste un marché important et qui produit également beaucoup de devises chaque année à travers le monde. Et pour finir, au Québec, d'après le Centre d'innovation en microélectronique du Québec qui produit l'annuaire, le répertoire de la microélectronique au Québec, le dernier datant de 2012, il existe donc, d'après cet organisme,
des catégories d'industries œuvrant dans le domaine de la microélectronique au Québec. Et c'est chacune de ces catégories que vous voyez encadrées dans un rectangle gris. On a donc des entreprises sans chip, des entreprises qui fabriquent des semi-conducteurs, d'autres qui s'intéressent aux masques, des fonderies, des circuits hybrides, des plaquettes de circuits imprimés, l'assemblage des composants passifs, et également ceux qui vont faire la conception ou l'encapsulation et le test de dispositifs. À noter que le domaine de l'assemblage reste un domaine qui offre des emplois et une multitude de technologies utilisables comparativement aux autres types d'entreprises du domaine, mais également aussi les composants passifs qui ont aussi des opportunités intéressantes. Bien sûr, pas au même titre que les composants actifs, mais c'est une partie du marché de la microélectronique au Québec qui reste relativement importante par rapport aux autres. En définitive, j'ai présenté mon sujet de recherche et j'ai défini les mots dans ce sujet de recherche. Lorsqu'on parle d'intégration des capteurs micro-ondes sans fil, cela introduit un capteur qui est un élément sensible que nous avons choisi de faire à partir d'un dispositif micro-ondes, d'une antenne qui va permettre la communication sans fil et de l'intégration qui veut dire comment assembler les deux sur un même circuit. Et nous avons vu qu'il y avait une multitude d'options disponibles pour faire l'intégration des deux composantes. Le domaine de recherche qui est la microélectronique a été présenté. Il faut retenir que les tendances observées jusque-là assez intéressantes et assez justes sont la loi de Moore qui est celle de la miniaturisation, le More than More qui est la diversification des circuits avec le temps et vers le futur, étant donné que ces deux tendances commencent à comporter des limitations, on se dirige vers une nouvelle filière qu'on appelle Beyond CMOS et toujours des nouvelles technologies d'assemblage pour se mettre au niveau de l'évolution de la miniaturisation des composants de base. Et pour finir, nous allons retenir que les composants passifs au Québec présentent des opportunités, mais j'allais aussi dire le marché de l'assemblage avec toujours de nouvelles idées nous permettra de créer aussi de nouvelles opportunités dans ce domaine. Donc, c'était ma première présentation sur celle du domaine de recherche et je vous remercie de votre attention.